Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Déjà jeudi, le temps passe vite avec vous tous les jours en direct de 17h à 19h avec nos vraies voix du jour. On est ravis de vous retrouver avec un seul numéro de téléphone, que vous soyez content ou mécontent, vous avez envie de nous dire des choses gentilles ou pas. 0826 300 300, c'est le numéro préféré de Philippe David. Et il le dit tellement bien, absolument. Dites-le pour voir. 0826 300 300. Avec de la conviction, allez-y. Vous appelez le 0826 300 300. Oh là là, j'ai l'impression d'appeler l'horloge parlante. Philippe David Au est avec quatrième nous. top, il sera exactement. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est ravis de vous retrouver comme tous les jours. Au sommaire de cette émission, les dégâts lors des manifestations. Est-ce à l'État de payer? C'est notre question du jour. Vous dites oui à 73%, mais est-ce que c'est l'heure du bilan pour la ville de Rouen? Après la 10e journée de mobilisation, les coûts des dégradations des biens publics et du préjudice en matière d'attractivité s'élèvent aux alentours d'1 million d'euros. C'est ce qu'il a comptabilisé. Le maire de la ville, Nicolas Meyer-Rossignol, sera avec nous et il veut faire payer la facture à l'Élysée. Philippe. Absolument, Cécile. Selon lui, il n'y a aucune raison que le contribuable rouennais paye le coût de cet entêtement présidentiel. La mairie a également annoncé avoir porté plainte contre X. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que comme l'État n'est pas capable de faire régner l'ordre, c'est à lui de payer les dégâts? Ou est-ce que vous pensez, écoutez, c'est les assurances ou c'est les collectivités locales? Dans les deux cas, un seul numéro, Cécile, que je répète, allons-y. Le 0826 300 300. Oh, quelle musique magnifique. Il le dit oui. bien, c'est tout ce qu'il sait faire d'ailleurs. Oh, ça va, on plaisante, on déconne. Allez, un petit peu de sérieux. On va revenir sur les retraites, le SNU, la hausse des bourses. Macron essaie-t-il d'amadouer la jeunesse? Et c'est ce qu'on se demandera au coup de projecteur des vraies voix. L'interview du président dans le magazine Enfant PIF, Gadget, la mise sur pause du service national universel, obligatoire, 500 millions d'euros supplémentaires pour les boursiers dès la rentrée. Le gouvernement lâche du lest au moment où même la jeunesse rejoint massivement le mouvement social contre la réforme des retraites. Philippe. Absolument, Cécile. Pour Manès Nadel, le responsable fédéral Paris de la voie lycéenne, je cite: quand on bloque, quand on descend dans la rue, on gagne. Et la jeunesse estime que l'arrêt du SNU obligatoire est une première victoire. Alors est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est en train un peu de draguer la jeunesse? Macron est en train de draguer la jeunesse, histoire de dire, les actifs descendent moins dans la rue comme ils ont trop de jours de grève non payés et ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois, alors que les jeunes peuvent y aller en séchant les cours. C'est le double effet qui se coule. Ou vous pensez que c'est normal? C'est des convictions du président. Je répète ce numéro unique, le 0826 300 300. Vous avez vendu des voitures un jour, Philippe David? Non, mais plein d'autres choses. Ah ouais, d'accord. Il a vendu des trucs, il a vendu des tapis surtout. Il a vendu. Il le vaut bien son dossier. En tout cas, Emmanuel Macron essaie-t-il d'amadouer la jeunesse? Vous dites oui à 93%. Allez, tout de suite, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, bonsoir, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir. Cécile, il y a des soirs où je me sens plus fatigué, donc j'attends avec impatience l'effervescence intellectuelle qui va me réveiller. Oui, dit-il en regardant Sébastien Ménard. Qui manifestement est sur la même longueur d'onde. Moi je constate qu'il n'a pas regardé Françoise Degois quand il a parlé d'effervescence intellectuelle. C'est normal. Françoise Degois est avec nous. Françoise, je la présume, c'est Bonjour Françoise. Bonjour, je parlais avec mon ami Philippe Dilger. Est-ce que vous pourriez ne pas me déranger? C'est Philippe Dilger maintenant. Dilger, On a tous des problèmes avec les noms ce soir. Non, je trouve tout à fait désagréable cette façon de m'agresser comme ça, de bon matin, de la part toujours du même individu. Vous savez Françoise, c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Oui, c'est toujours de la part du même individu. Bah oui, vous savez, là, sur mon côté gauche, pas Ménard, parce que Ménard... L'électron libre. Oui, enfin l'électron libre, non. Plutôt toujours du bon côté du manche, excusez-moi, mais alors là, il y a un coin bon côté du manche tout le temps, là, voilà. Oh là là. En tout cas, dans le coin, pour l'instant, il y a Sébastien Ménard, président de l'élan béarnais Paula Cortez et entrepreneur dans la food tech. On n'a pas le nom de l'entreprise, Sébastien Ménard. Bonjour. Ça s'appelle Eat for Good. Eat for Good. Eat voilà. Comme manger en anglais. Voilà. Et parce que comme je vais faire un peu de pub, mon rendez-vous d'affaires s'appelle Beauty Sané. Voilà. Et nous avons 8000 revendeurs en France. Oh là là. Bravo. Le hasard a fait que j'ai pu le constater, Sébastien. J'ai voulu voir si vous étiez aussi proche d'Emmanuel Macron que vous l'affirmez à chaque fois. Et on parle de lui une fois dans votre CV. Oui, c'est vrai. Ah,
c'est les RG. C'est tout ça. Ah bah c'est renseignements généraux, Philippe Bilger. Moi, je m'en occupe pas du tout de ça. Vous voyez comment les rôles sont renversés. Je n'ai jamais regardé même le CV de Sébastien Ménard. Il est là, ça me suffit. Ouais, Merci François. Mais c'est gentil, il est là, ça me suffit, on s'en fout. je ne sais pas comment on doit le prendre. Je poserai des questions. Beaucoup de bienveillance et d'amitié. Il faut le prendre comme c'est-à-dire simplement, je n'ai pas regardé le CV des gens. Je googlise pas les gens. Moi. Ça n'était pas de l'inquisition, ma chère Françoise. C'est de l'information. Non, mais vraiment. Je voulais vraiment savoir l'avis de Sébastien en dehors du basket. Il y a mon nom dans son CV ou pas? Je ne crois pas. Est-ce que vous avez regardé sa déclaration publique? Tu as été obligé de la faire quand tu étais conseiller ministériel. Moi, je l'ai faite. Hein. Non, parce que je ne l'étais plus quand l'affaire Cahuzac était passée par là. Ah d'accord. Donc tu n'as pas fait ta déclaration. Hashtag. Tu sauras pas tout. Donc il y a un petit dossier qui tourne. Allez, Ouais. Damien est avec nous au 0826 300 300. J'aurais dû vous le laisser dire, Philippe David, qui nous arrive de Gironde. Bonsoir, Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir, merci. Bonsoir Damien. Ça va, Damien? Mais ça va très bien cette fin de journée. Eh bien, écoutez, très bien. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille double casquette puisqu'il faut cotiser et que c'est difficile, donc double emploi. Je travaille dans un studio de jeux vidéo et je suis aussi journaliste et rédacteur en parallèle. Magnifique. Parfait. Ça, j'adorerais, moi, travailler dans les jeux vidéo. Ah oui. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu veux comme boulot? Je teste des jeux toute la journée. Voilà, C'est super. sympa. Ouais, c'est Vous savez que vous allez... C'est pas l'image d'Épinal, faut pas croire. C'est plus technique que c'est pas aussi jouissif malheureusement. Ouais, j'imagine. Vous savez que vous allez devoir affronter une des vraies voix dans le quiz, avec notamment des Kikadi, en veux-tu, en voilà. Ouais. Vous avez l'adrénaline qui monte là à C'est ça, on attend 17h09. Je sens qu'il se rapproche de Françoise. C'est normal. Une sorte d'intuition. C'est normal, il n'a pas envie de perdre. Si. Il est nommé, c'est surtout. Ou alors c'est le journalisme en tant que tel. Si Non, ça mais se rapproche de laissez-les tranquilles. son métier, Damien est un joueur. Mais vous comme êtes joueur un peu, Moi, Damien. je suis joueuse aussi, Exact. donc ça va très bien. Ouais, Vous jouez au poker, j'espère, un peu, Damien. Oui, effectivement. Moi aussi. Ah, dis donc. Voilà. Vous Vous jouez auriez aux des- échecs, vous j'espère. auriez des dons de voyance, Françoise de Goor. Vous jouez aux échecs, j'espère. Non, j'ai un ami du studio qui essaye de m'y mettre, mais malheureusement c'est pas mon talent. Je manque C'est pas de son d'entraînement. âge, Françoise. d'accord, Allez. d'accord. On va vous donner le 06 de Françoise de Gois. En tout cas, Damien, vous restez avec nous durant toute l'émission. Et bien sûr, vous jouerez au Kikadi avec nous et vous intervenez quand vous voulez. Voici la chanson. Se casser les cordes vocales, Non, on c'est pourra vrai plus faire que- d'émission. Allez-y, Philippe David. All by myself. Non, Mais c'est c'est pas Le Non, seul non. qui pourrait la faire, c'est Sébastien. Avec son Parce rire. qu'il a un rire Non, qui s'en c'est rapproche. Frédéric Brindel, je pense. Lui, Ah oui, peut-être il chante très bien, éventuellement, il Brindel, chante très très bien. Avec son rire Ah, de mais Yen. Magnifique, franchement. Entre Whitney Houston, Maria Carey, Ah non, Céline bah là, Dion, on est, c'est les trois plus belles voix du monde. Ah, sérieusement. Vous savez quoi? Céline. On va s'entraîner. On verra dans 2 semaines. Whitney, lourd, hein. Céline et Maria. Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette belle émission jusqu'à 19h. Tout de suite, le réquisitoire de Monsieur le procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Regarde de quoi tu parles. C'est contre les dialogues sans espoir que vous voulez requérir, monsieur le procureur, comme celui du pouvoir avec les syndicats? Ah oui, exactement. Je savais même plus de quoi vous voulez requérir. Non, mais comme mon prochain sujet se rapproche aussi du dialogue, Ah. je me demandais lequel était le bon. Non, mais je. Il est bon, il est bon, oui, il est bon. Je veux dire, évidemment, l'intersyndicale va rencontrer lundi ou mardi Elisabeth Borne, et je sais bien qu'il est de bon ton de vanter le dialogue. Je me souviens de Philippe Muret qui se moquait un peu de ceux qui aimaient le débat pour le débat. Mais le dialogue, à mon avis, n'a de sens que si à un moment donné, même sans médiateur, on peut espérer que l'une des parties fasse un pas vers l'autre et réciproquement. Et lorsque on sent très clairement, à moins d'un miracle, que les deux parties sont enquistées dans une opinion, une conviction dont on pense qu'elle ne changera pas, je me dis que ce dialogue n'a pas grand sens. Françoise Il y a un seul sens politique. Chacun veut se refiler le mistigris de la surdité. Donc, bon, moi, je pense quand même. C'est vrai que vous avez raison dans ce que vous dites à 100%, mais au moins, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. En tout cas, voilà, il y a des syndicats qui vont voir une première ministre avec, comme toujours, le n'importe quoi de Franck Riester. Sérieusement, ils pourraient accorder leur Qu'est-ce violon. qu'il a dit ? Franck Riester qui a déclaré hier, non, il ne sera pas question des 64 ans. Matignon qui a corrigé en disant les syndicats
syndicats parleront de ce qu'ils veulent, parce que c'est pas la peine d'aller chez Elisabeth Borne. Si on vous dit d'office, vous ne parlerez pas de la seule chose qui est importante. Donc je trouve que déjà en termes de communication, mais ça patoche. Mais finalement, voilà, le danger du gouvernement, c'est que demain, tout le monde se lève et claque la porte avant la journée de mobilisation du lendemain. C'est assez risqué. Donc je pense qu'Elisabeth Borne a tout intérêt quand même à donner le sentiment qu'elle ne fait pas semblant, et là je vous rejoins, qu'elle ne fait pas semblant de dialoguer. C'est une journée des dupes, mais la journée des dupes, ça fait partie aussi de la vie politique. Voilà. Ce sont des actes politiques minuscules, mais ce sont des actes politiques quand même. Sébastien Ménard. Alors si ces actes minuscules peuvent permettre de faire avancer en tout cas la parole, voilà, parce qu'on a eu quand même une succession de rendez-vous manqués. Espérons que ça ne sera pas un rendez-vous raté, là pour le coup. Mais voilà, moi je suis un peu comme Françoise, je me dis que même si tout ça arrive un peu tard, il aurait peut-être été... Et ça sert à rien surtout, voilà. Mais ça sert un peu quand même. Mais ça sert un peu quand même. Voilà. Vous avez vu le niveau d'enthousiasme. Voilà, François. Voilà, on peut se serrer la main pour commencer. Non, c'est un niveau d'enthousiasme. En fait, on ne peut même pas dire, Sébastien, rendez-vous manqué, parce qu'à la limite... Non, mais il n'y a pas eu de rendez-vous. Non, mais ce que j'appelle un rendez-vous manqué, c'est un rendez-vous qui n'a pas lieu. Oui. Et pour l'instant, les rendez-vous n'avaient jusqu'alors pas eu lieu. Mais il y a un problème, si vous voulez, vous avez vu, les sondages sont accablants depuis hier, c'est-à-dire que la stratégie plantée par Emmanuel Macron, moi ou le chaos, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les Français séparent parfaitement bien le bon grain de livret, rendent même responsable le gouvernement des violences, 6 Français sur 10, qui est énorme. C'est-à-dire que la stratégie de moi ou le chaos n'a pas fonctionné, n'a pas été un convertisseur d'opinion. Donc il faut bien faire quelque chose en attendant le Conseil constitutionnel de 14. Hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Si vous avez 5 secondes. Pour l'instant, Françoise a raison, et ça me fait pas plaisir de le dire, mais la bataille de l'interprétation, elle est perdue par le gouvernement. Totalement. Françoise a raison, il perd la raison. Non, mais malgré tout ce qui a été fait, toutes les déclarations complètement incendiaires de Darmanin, il est dans son rôle de grenadier en chef. Malgré tout, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que les Français voient bien que c'est pas... Voilà, et vous parliez de responsabilité. En tout cas, beaucoup de villes ont essuyé des dégâts après les manifestations. Aujourd'hui, pour certains, la facture est lourde. Et on va revenir sur cette facture de Nicolas Maillère-Rossignol, qui est le maire de Rouen, qui dit moi, c'est pas à moi de payer, c'est ni aux Rouennais de payer, c'est à l'État. Donc, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que c'est l'État qui doit payer les dégâts des manifestations ? Pour l'instant, vous dites oui à 72%. On en parle dans quelques instants. Juste après les 3 mots de l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. On est ravis de vous retrouver. Merci de votre fidélité et merci d'être toujours aussi nombreux. Philippe Bilger est avec nous, Sébastien Ménard est avec nous, Françoise Degois est avec nous et vous bien entendu au 0826 300 300. Quel talent, c'est fou. Quel complément. Mais c'est comment j'arrive à le retenir. Le gars, c'est une horloge. Coucou, on va l'appeler. Quelle parfaite coordination. Est-ce que tous les quarts d'heure tu peux sortir ? Est-ce que tous les quarts d'heure tu peux sortir en disant coucou 0826 300 300. Ils vivent ensemble et tout. Alors absolument. On vit ensemble. On est des siamois maintenant. On s'habille pareil, on se coiffe pareil. Je sais pas pour qui c'est triste. Je sais pas pour lequel des deux c'est triste. J'ai du mal à trancher. J'hésite. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et ces 3 mots dans l'actu sont sobriété, bégaiement et menace. Emmanuel Macron présentait un plan de sobriété sur l'eau cet après-midi. Depuis les rives du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes, il veut généraliser une tarification progressive. Le chef de l'État qui ne veut plus parler de retraite, ce serait un bégaiement selon lui. Et puis l'invasion russe de l'Ukraine constitue une menace sur la sécurité de l'Europe et sur nos valeurs démocratiques. Charles III, ovationné par les députés allemands lors de son discours au Bundestag. Les vraies voix Sud Radio. Il y a urgence à économiser l'eau. Emmanuel Macron est venu le dire au lac de Serre-Ponçon aujourd'hui, alors que les nappes phréatiques ne se sont pas reconstituées à l'approche des beaux jours. Parmi les pistes de ce plan de sobriété, généraliser une tarification progressive de l'eau. Les premiers mètres cubes coûteraient moins que ceux qui dépassent un certain niveau. Mais au-delà des particuliers, le chef de l'État entend demander un effort à tous les secteurs, de l'industrie à l'agriculture. Nous allons demander à chaque secteur un plan de sobriété sur l'eau
d'ici à l'été. Les ministres réuniront dans les prochains jours dans l'ensemble des secteurs concernés. L'énergie, l'industrie, le tourisme, les loisirs, l'agriculture. Ça marche bien quand tout le monde sait l'évolution de la situation, quand tout le monde est responsabilisé et quand on sait que les efforts sont partagés. Mais on sait très bien qu'en raison de la spécificité de certains territoires, de l'isolement de certaines communes, il n'est pas à exclure qu'on ait des situations à nouveau de grand stress à l'été prochain, malgré ce plan, je dirais, d'urgence et de réduction de nos consommations et donc de sobriété. Objectif fixé par Emmanuel Macron, 10% de réutilisation des eaux usées d'ici 2030, 300 millions de mètres cubes, soit 3 piscines olympiques par commune ou 3500 bouteilles par Français et par an. Sur l'agriculture, il a aussi défendu l'utilité des fameuses méga-bassines, tout en disant vouloir les conditionner à des pratiques d'économie d'eau ou de pesticides. Le chef de l'État qui est justement revenu en marge de ce déplacement sur les violences à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Qu'il y ait des contestations, c'est une chose, rien ne peut justifier la violence. Il y a des gens qui venaient contester et qui étaient là en famille, qui d'ailleurs à Mel, le lendemain, ont tenu un moment plus festif qui n'a donné lieu à aucun débordement. Mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Et Emmanuel Macron qui n'aura pas échappé au sujet des retraites, puisqu'un comité d'accueil l'attendait à Savines-le-Lac. Qui veut voir le peuple oublié ? Qui veut voir les travailleurs ? 100 à 200 manifestants venus perturber la visite du chef de l'État avec des drapeaux des syndicats ou de la Confédération paysanne. L'occasion pour les journalistes de l'interroger sur les retraites au cas où on n'aurait pas compris qu'il ne veut plus en entendre parler. Pour être très clair, la question des 64 ans, vous ne reviendrez pas dessus, sauf si le Conseil constitutionnel décidait de censurer le texte. Mais je ne vais pas redire la même chose tous les 4 jours. Sinon on bégaye. Voilà, enfin, le chef de l'État a aussi mis sur la table 180 millions d'euros pour résorber les problèmes de fuite d'eau dans les territoires où le réseau connaît les plus fortes déperditions. L'eau, un enjeu important. Mélanger l'eau, les retraites, ça mélange un petit peu les bassines. Oui, c'est un enjeu majeur, mais qui a été soulevé très longtemps par la gauche et par Jean-Luc Mélenchon depuis des années. Moi, je salue le fait qu'enfin on s'en empare. Après, c'est des toutes petites mesures. Je ne vais pas cracher dessus. C'est important que ce sujet arrive dans la conscientisation collective. Mais voilà, ce qu'on retiendra, c'est l'arrivée en hélicoptère, encore un chef d'État méprisant. Moi, je trouve que vraiment le titre de Marianne, qui sort demain, résume parfaitement ce que nous ressentons. C'est-à-dire le mépris. Voilà. Ouais. Le mépris. Le mépris. Les gens sont venus faire la guerre. Il a que ce mot à la bouche. En attendant, c'est les policiers qui ont utilisé des armes de guerre. Alors évidemment, les manifestants, c'était pas des enfants de cœur non plus. Pas un mot, pas une empathie. Il y a deux types qui sont deux personnes. Des armes de guerre ne veut pas dire qu'elles sont utilisées pendant la guerre. En tout cas, elles ont été utilisées, mais même Gérald Darmanin l'a reconnu. Donc, quand je parle d'Emmanuel Macron qui parle de la guerre, qui est son mot fétiche, on est en guerre contre le Covid, on est en guerre contre certains manifestants violents. Dernier point, pas un mot d'empathie. Il y a 2 manifestants qui sont en train de mourir. Il y en a un dont on dit qu'il est déjà en mort cérébrale. Il a un mot. Est-ce qu'il a un mot? Il a encore une phrase débile, idiote sur un là, on bégaye. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce président? Je ne suis pas totalement d'accord avec François parce qu'il dit 2 évidences, le président, que 200 manifestants, ça ne doit pas interdire à la République d'avancer. Oui. Et deuxième élément, c'est la dénonciation de la violence en tant que telle. Je trouve que c'est très juste. Mais pour le reste, c'est vrai que même lorsqu'il dit des choses justes, il a un petit ton désinvolte, un peu condescendant, presque parfois jusqu'à une tonalité méprisante. Sébastien Ménard. Philippe a complètement raison. Françoise aussi, très clairement rappelé l'état de droit et que 200, 300, 400 ou même 1000 personnes ne peuvent pas bloquer la République. En même temps, remercier les forces de l'ordre et puis avoir une pensée effectivement pour celles et ceux qui, de côté de la matraque, en ont pris, pardonnez-moi l'expression, plein leur gueule. Oui, mais on n'a pas. Attendez. Mais pas un mot. Oui, mais on n'a pas. Le président n'a pas à faire une espèce d'équité absurde. Il ne va pas en permanence se pencher sur le sort de ceux qui ont cherché. Philippe, tu peux pas parler comme ça. C'est incroyable que tu. Quand ça l'arrange, écoute Philippe, quand ça l'arrange, il est
larmoyant comme tu détestes qu'il le soit. Oui. Qu'est-ce que ça peut faire de dire ça a été violent? Il peut pas être dans autre chose qu'un rôle de Françoise a envie qu'il soit en même temps. Mais non, mais il peut pas être dans la concorde nationale. Mais qu'est-ce qu'on demande à un président? On peut comprendre qu'il ne le fasse pas en l'occurrence. Je sais bien, c'est sa stratégie. Mais il devrait le faire. Mais sa stratégie ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne compatit pas, mais il n'est tout de même pas obligé. Voilà, Félix Mathieu a foutu le bordel. Si, il aurait pu avoir. Mais il a raison, Félix Mathieu. Mais écoute, si demain tout à l'heure ça tombe que 2 manifestants sont morts, est-ce que tu crois tu vas pas dire c'est bien fait pour eux, ils avaient qu'à pas manifester. Non. Ça ne marche pas, sa stratégie. Regarde les études d'opinion, ça ne fonctionne pas. C'est pas totalement exact. C'est absolument vrai. Les deux sondages d'hier sont accablants pour lui. Je sais que ça te fait pas plaisir, mais c'est vrai. Autre sujet important. Autre sujet, les mots forts du roi Charles III à propos de la guerre en Ukraine. Le souverain britannique en visite en Allemagne, il a dénoncé le fléau du retour de la guerre en Europe lors d'un discours qualifié d'historique devant les députés allemands. La guerre russe contre l'Ukraine a provoqué tellement de douleurs inimaginables à tant de gens innocents. De nombreuses vies ont été détruites. La liberté et la dignité humaine ont été brutalement bafouées. Charles III, selon qui cette guerre constitue une menace sur la sécurité de l'Europe et sur nos valeurs démocratiques, dit-il en allemand. Donc son discours d'une demi-heure s'est terminé par une ovation debout par les députés allemands. La classe, hein. Oui. La classe. Français parfait. Et puis... Il parle mieux que nous, c'est ouf. Racine allemande aussi. C'est toute sa famille et une grande partie. Ceux de Saxe-Cobourg-Gotha. Bah, nous aussi, toute notre famille. Mais bon, c'est pas grave. Allez, vous restez avec nous. C'est encore une autre histoire, ça. Vous restez avec nous. On va revenir. On va directement aller à Rouen après cette 10e journée de mobilisation, dégradation forcément de biens publics, de préjudice, d'attractivité. Le maire qui propose, enfin en tout cas qui a fait l'addition, près d'1 million d'euros en tout cas, et il ne veut pas que ses administrés payent la facture. Il voudrait que ce soit l'Élysée. Il sera avec nous dans quelques instants. Si vous voulez bien sûr commenter, 0826 300 300. Est-ce que vous pensez que c'est à l'État de payer? Et pour le moment, vous êtes 73% à dire oui. On vous attend. Aude vous attend au 0826 300 300. À tout de suite. Bienvenue. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver. C'est jeudi, un jeudi avec un pluvieux. Oui, voilà, il fait un jeudi petit peu plus pluvieux, froid. jeudi heureux. Voilà, heureux parce que vous nous écoutez, bien entendu. Mais oui, heureux parce qu'il nous écoute. Mais heureux parce qu'il va pouvoir dire son petit numéro de téléphone. Le 0826 300 300. Aude attend vos appels pour réagir sur les débats des Vraies Voix. Il voulait travailler au télécom, il a fini à la radio. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On dirait la valise, tu sais, d'une grande station célèbre. La valise, 7e appel au 0826 300 300. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, qui est notre nouvelle speakerine, est avec nous. J'adore ça. Catherine Manger, c'est moi. Bonjour ce soir, après le journal. Qui a eu une liaison avec François Mitterrand. Évidemment. On se demande avec qui. C'est une notoriété publique. La question à se poser, c'est on se demande avec qui Mitterrand n'avait pas eu de liaison. C'est plutôt dans ce sens qu'il faut le dire. Mais tu étais trop jeune. Voilà, j'étais trop jeune. Sébastien Ménard est avec nous. Tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les habitants du quartier de l'Opéra se sont réveillés dans une décharge ce matin. Il y a des poubelles qui ont brûlé, comme d'habitude, mais il y a aussi des kiosques qui ont été brisés, des vitrines étoilées. Je vais voir une boutique de téléphonie qui avait été pillée, saccagée, une boutique de prêt-à-porter également. Des tags, des vitres brisées, des banques, des agences saccagées, symbole du capitalisme. Cette fois, ça va laisser des traces. Il faudra plus qu'un passage des agents de la voirie pour redonner au quartier le visage habituel. Les habitants du quartier en colère contre les casseurs, mais aussi contre le gouvernement qui n'a pas agi plus tôt et que certains accusent de souffler sur les braises. Un déferlement de violence que condamnent les manifestants. On a des dégradations volontaires faites par une minorité de manifestants qui ne sont pas intégrés aux cortèges syndicaux. Moi j'étais dans le quartier, malgré que ma devanture soit fermée, j'ai une devanture en bois, oui j'ai eu la trouille de perdre mon outil de travail, bien sûr. Il est l'heure de payer la facture pour la ville de Rouen après la 10e journée de mobilisation. Le coût des dégradations des biens publics et du préjudice en matière d'attractivité s'élèverait au moins à 1 million d'euros. Le maire de la ville, Nicolas Maillard-Rossignol, veut que ce soit l'Élysée qui paye. Et il sera avec nous dans quelques instants. Absolument, Cécile. Selon lui, il n'y a aucune raison que le contribuable rouennais paye le coût de cet entêtement présidentiel.
La mairie a d'ailleurs annoncé avoir porté plainte contre X. Alors est-ce que pour vous, c'est à l'État de payer, comme il n'a pas été capable de faire régner l'ordre, pardon? Est-ce que c'est aux assurances? Est-ce que c'est aux communes? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et on va démarrer exceptionnellement par Monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Nicolas Meyer-Rossignol, vous êtes maire de Rouen. Alors on l'a appris hier ou aujourd'hui. Vous avez décidé de proposer, en tout cas, vous avez fait un état des lieux de des dégradations et aujourd'hui de dire que finalement c'était à l'Élysée de payer cette facture. Oui, alors d'abord, je n'invente rien. Hein. C'est la loi. C'est l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure qui dit que l'État est civilement, je cite l'article, est civilement responsable. L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Et bien sûr, l'article dit que l'État peut ensuite se retourner, s'il le souhaite, contre tel ou tel fauteur de troubles ou contre tel ou tel responsable. Mais c'est bien la loi qui prévoit que l'État est civilement responsable. Et si vous voulez, moi à Rouen, on a eu les débordements et les dégradations en marge des Gilets jaunes. On a eu ensuite l'impact préjudiciel de l'incendie de Lubrizol, si vous vous souvenez. Et maintenant, on a des dégradations énormes. Et je devrais commencer par les dégâts humains, puisque je rappelle que quand même, il y a une manifestante qui a eu le pouce arraché. Donc si vous voulez, ça commence à bien faire, quoi. Mais Philippe Bilger. Monsieur le maire, si j'ai bien saisi la question posée par Sud Radio, j'avais cru comprendre que vous désiriez mettre en application ce texte pour répondre à ce que vous appelez l'entêtement présidentiel qui serait responsable de ces violences. Est-ce que vous n'auriez pas plutôt songé à dire que, au fond, l'État a un rôle d'autorité qu'il n'a pas su l'assumer à Riant? Est-ce que ça n'aurait pas été une piste plus opératoire? Oui, je pense qu'il y a les deux choses. Si on veut répondre de la façon la plus claire possible, d'abord, aucune violence n'est acceptable. Et moi, je ne fais aucune relativité de la violence, hein. Qu'elle soit le fait d'une minorité de policiers ou d'imbéciles de casseurs, aucune violence n'est acceptable. Mais, et là peut-être je réponds à votre point, à Rouen, tout s'est toujours très bien passé dans le sens où les organisations syndicales ont été absolument exemplaires, où nous avons eu des dizaines et des dizaines de milliers de manifestants qui se sont comportés de manière absolument exemplaire. Et c'est à partir de la 9e, de la 10e manifestation que, non pas les dizaines de milliers de manifestants exemplaires, mais quelques dizaines ou quelques centaines de casseurs imbéciles se retrouvés à dégrader le bien public. J'ai parlé aussi des questions de dégâts humains, puisque je vous ai dit, il y a quand même une personne qui a eu le pouce arraché et il y a eu au total 7 blessés à Rouen, dont 4 hospitalisations. Bon. Et donc, ça veut dire qu'on est arrivé à la 9e, à la 10e manifestation, et c'est là où il y a un entêtement. Il y a la responsabilité de l'État, d'abord civilement, j'ai fait référence à l'article, mais aussi politiquement, parce que c'est parce que l'État, et en particulier le chef de l'État, qui n'a pas voulu écouter, apaiser à temps, qu'on se retrouve dans cette situation. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment, ça commence à bien faire, y compris d'ailleurs pour les commerçants qui en ont plus cassé. Vous pensez, tiens, vous êtes commerçant, vous avez eu des dégâts sur votre devanture suite aux manifestations et les assurances vous remboursent mal, vous remboursent bien d'ailleurs, on vous attend au 0826 300 300, Françoise Degois. Oui, Nicolas Meyer-Rossignol, vous êtes aussi, hormis le fait que vous êtes maire de Rouen, vous êtes une personnalité politique nationale puisque vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste. Quel regard vous portez justement? J'ai entendu votre regard sur l'entêtement. Moi, j'ai dit quelques minutes plus tôt que j'étais assez choqué à nouveau par l'intervention d'Emmanuel Macron aujourd'hui sur les rives du lac de Serre-Ponçon avec toujours cette stratégie de moi ou le chaos. En l'occurrence, en ce moment, c'est plutôt moi et le chaos. Quel regard vous portez sur le comportement d'Emmanuel Macron par rapport à aujourd'hui et surtout sur la semaine qui arrive avec cette réunion de dupes ou pas à Matignon? Moi, je suis républicain, donc je respecte les institutions et j'essaye de répondre, même quand je suis en désaccord avec des adversaires politiques, d'une façon respectueuse des institutions et des fonctions. Tout le monde est républicain dans la classe politique française. Ça n'existe pas, les formations pas républicaines. Donc, à part ça, qu'est-ce que vous voyez, vous, du président, là, aujourd'hui?
si je peux juste essayer de répondre de façon nuancée, je pense que c'est important dans la période de tumulte de rappeler qu'effectivement, les élus de la République doivent être républicains. Mais je ferme la parenthèse. Je constate que, il ne doit être faite aucune relativité de violence, que toutes les violences sont à condamner et que la violence n'a pas sa place dans la République, mais que 2, c'est la responsabilité politique, sans parler des aspects juridiques que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est la responsabilité politique du chef de l'État d'être le garant de la cohésion de notre nation et de l'apaisement de notre pays. Parce qu'il ne peut pas y avoir de bon fonctionnement démocratique si notre pays n'est pas apaisé. Et c'est sa responsabilité. Et cette responsabilité-là, ça fait maintenant trop longtemps qu'il ne l'assume plus. Pour ne pas dire qu'il attise. Pour ne pas dire qu'il attise. C'est donc sa responsabilité d'apaiser les choses. Et la seule façon d'apaiser les choses aujourd'hui, au point de tension où on est rendu, c'est de retirer la réforme. C'est de retirer la réforme. Et malheureusement, ce point-là, il ne veut pas l'entendre depuis trop longtemps. Pour revenir juste un mot sur l'usine Lubrizol, vous avez dit qu'Emmanuel Macron, on a tous vu qu'Emmanuel Macron était, après le drame, venu sur place, s'était engagé, et vous avez dit il n'a jamais tenu ses promesses, et les Rouennais s'en souviennent. Oui, je maintiens. Plus exactement, j'ai rappelé sa promesse qu'il avait faite, elle est publique, elle est facile à vérifier, un mois après, donc c'était en octobre 2019, après l'incendie où il y avait quand même eu 10 000 tonnes, excusez du peu, d'hydrocarbures qui ont fait un nuage de 22 km sur 6 tout noir d'hydrocarbures en l'air jusqu'à la Belgique quand même. Vous imaginez le préjudice, pas seulement pour Rouen, mais pour toute la région normande, qui est une région agricole, enfin je vous passe les détails, et évidemment les commerçants. Bon, et Emmanuel Macron était venu pour expliquer que l'État allait contribuer à redonner de l'attractivité au territoire par l'organisation de grands événements, par un soutien sur des choses qui donneraient de l'attractivité économique au territoire. Bon, je constate, alors je veux bien être démenti dès demain, mais qu'à ce jour, au 30 mars 2023, c'est-à-dire quand même quelques années après, cette promesse-là n'a pas été tenue. Raison de plus, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il paye, c'est ça? Oui. Alors, oui, enfin, oui, bien sûr, mais payer, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne serait que la juste application de l'article du Code de la sécurité intérieure. Donc, c'est pas tenir une promesse, ça. Non, ce qui serait vraiment tenir une promesse, c'est d'engager un soutien supplémentaire sur des enjeux qui sont propres à notre territoire. Alors là, ça nous embarquerait vers des sujets plus poignés. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas juste être conforme à la loi que de tenir une promesse. Et puis, encore une fois, mettez-vous à la place des agents de la ville de Rouen qui doivent là, en ce moment-là, nettoyer par terre des bouts de caoutchouc brûlés et brûlants, des bouts de verre partout, des choses absolument dégueulasses. La promesse non tenue du président de la République, elle sonne étrangement à leurs oreilles. Sébastien Ménard, oui. Monsieur le maire, enchanté. Moi, ce qui sonne à mes oreilles, c'est la dimension très opportuniste de votre sortie du jour. C'est-à-dire que vous enfoncez des portes ouvertes en disant que le président de la République doit effectivement apaiser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous aussi, on l'a fait avec Françoise Degois. Bien sûr. Mais de dire qu'on envoie la facture à l'Élysée, etc., je trouve ça particulièrement démagogique parce que vous, comme moi, vous savez très bien, je suis aussi élu local dans le Pays Basque. C'est pas comme ça que les choses se font. Voilà. C'est absolument pas comme ça que les choses se font. Évidemment, vous n'avez pas à supporter l'intégralité de tout ce qui a été saccagé, sali, pillé sur votre commune. Bon, enfin, c'est à monsieur le préfet ou à monsieur le préfet de région qu'il va falloir parler. Mais le coup de com', le coup de buzz, le coup de projecteur, je pense très sincèrement, vous auriez pu vous en passer. Voilà ma position. Nicolas Maillard-Rossignol. Je comprends votre position, mais je ne crois pas que cela relève seulement du coup de com' que de demander l'application de la loi. L'application de la loi, c'est que l'État est responsable de la compensation sur les dégâts et les dommages. J'ai rappelé la loi. Qui est le chef de l'État? C'est bien le président de la République. Il est bien locataire de l'Élysée. Donc, je demande l'application de la loi et j'envoie la facture à l'Élysée. Qu'ensuite, ce soit mis en œuvre, comme vous l'avez dit, et vous avez raison, par la préfecture, bref, par les services de l'État, eh bien, grand bien leur fasse, aucun problème. Mais ça me semble assez normal de pointer la responsabilité d'abord juridique, c'est l'article du Code de la sécurité intérieure, et aussi politique du chef de l'État. Parce que c'est parce qu'on en est arrivé à cette 9e ou 10e manifestation avec ces violences humaines et matérielles qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Si le sujet avait été politiquement traité différemment,
plus tôt, on n'en serait pas là. Nicolas Emayer, aussi dire une question courte avant d'aller au 0826 300 300. Est-ce que les casseurs, quand ils sont identifiés, est-ce qu'eux, on leur demande de mettre la main à la poche? Parce que ce serait quand même déjà la moindre des choses avant de demander aux contribuables, parce que là, c'est pas les... on est le pays qui a le record de lois qui ne sont pas appliquées. Alors, non, mais c'est déjà le cas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on poursuit les casseurs et est-ce qu'ils payent les dégâts qu'ils ont faits? D'abord, encore une fois, aucune violence n'est acceptable, je les condamne. Les casseurs doivent être interpellés et répondre de leurs actes. Et je précise, je l'ai dit tout à l'heure, que l'article du Code de la sécurité intérieure que je ne cesse de citer rend responsable l'État pour la compensation des dégâts, mais permet aussi à l'État, évidemment, de se retourner contre les auteurs, au départ, des faits. 0826 300 300, Damien est avec nous. Bonsoir, rebonsoir Damien. Rebonsoir Damien. Rebonsoir. Vous vouliez intervenir et commenter cette actu? Ouais, tout à fait. Mais disons que sur le principe, c'est tout à fait rentable. Je partage le point de vue. Il est normal qu'il y ait une responsabilité qui soit mise à un moment donné quand on fait face à un tel mutisme et un tel dédain de la part des exécutifs. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a vu par le passé des exemples, mais là, il faut bien avouer que ça a été quand même sacrément fort. Il n'est pas étonnant de vouloir ça. Je pense pas qu'on puisse faire les grands hurons aujourd'hui en s'étonnant des violences quand comment ça s'est passé. C'est pas étonnant que des gens se soient énervés. Maintenant de dire c'est à l'Élysée de payer, je comprends l'idée, mais l'Élysée, sauf erreur de ma part, mais je pense pas qu'on va demander à Emmanuel Macron ou à Madame Borne de casser son PEL pour payer personnellement les frais. C'est pas idiot, on pourrait proposer. Voilà. On sait bien qu'à l'exécutif, le PEL est le placement favori. Mais je veux dire, donc ça veut dire à la fin que c'est le contribuable qui va payer. Exact, beaucoup plus rémunérateur. Donc ce qui veut dire à la fin que c'est, dans tous les cas, on remet ça sur le contribuable. C'est juste que si toutes les villes qui ont connu ces événements pendant les semaines qui ont précédé font ça, à la fin, tous les contribuables de toutes les villes vont payer. Donc, oui, mais après, il y a un niveau de gravité dans certaines villes qui n'est pas le cas dans l'autre aussi. Hein. Bien évidemment, on est bien d'accord. Mais c'est même, je comprends la démarche et je soutiens l'idée, puisqu'il faut à un moment mettre parce que de toute façon, apparemment, rien ne fait que l'exécutif se met face à ses problèmes et face à son incroyable dédain, à son incroyable mutisme et son absolue non-volonté de négocier dans cette histoire. Donc il faut bien que... Je comprends la théorie qui va derrière. Est-ce que ça va changer réellement? Est-ce que ça va apporter quelque chose? J'en ai malheureusement bien peur que non. Mais même si je comprends la démarche. Monsieur le maire, pardon, vous irez jusqu'au bout, j'imagine. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. De toute façon, j'imagine que l'affaire est lancée. Est-ce qu'on peut, Nicolas Méry-Rossignol, est-ce que c'est jurisprudence? Est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé que l'État, via la préfecture, etc., rembourse des dégâts? Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que vous avez le souvenir de cela? Moi, je ne l'ai pas, mais j'ai pas la sapience. Mais vous savez, il y a eu un cas similaire où les villes de Toulouse et de Paris, donc d'ailleurs de bords politiques différents, au moment de l'épisode des Gilets jaunes, avaient attaqué civilement l'État sur effectivement et obtenu des remboursements. Sur le même fondement. D'accord, sur le même fondement. Après, je comprends ce que disait l'auditeur. Évidemment, la facture à l'Élysée est un raccourci, c'est une formule. Oui. Ce que cela veut dire, c'est que c'est envoyé au chef de l'État parce que c'est à l'État de payer. Et si vous voulez, moi là, j'ai toutes mes poubelles et tous mes abribus qui sont hors d'usage. Et je ne vois pas pourquoi ce serait seulement aux Rouennais de payer pour cela. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on en est arrivé là, c'est quand même l'obstination et l'entêtement du chef de l'État. Non, mais si vous dites que Toulouse et Paris, ça a fonctionné, c'est pas vrai. Ils n'ont pas écrit à l'Élysée, ils n'ont pas fait... mais ça, c'est la com. Ça, c'est de la com et c'est de la mauvaise com. En tout cas, oui, c'est... Oh, il est fâché, Sébastien Ménard. Vous êtes tranchant aujourd'hui, Sébastien Ménard. Parce que moi, j'aurais aimé avoir un maire de Rouen beaucoup plus tranchant et tranché sur Emmanuel Macron. Je le trouve encore un peu tiède, malgré tout. Écoutez, la facture, mais il est un peu tiède. Par rapport à vous, Françoise, tout le monde est tiède. Il faut que vous vous mettiez d'accord. Me dérange pas. Françoise, il est là, vous pouvez lui parler. Mais ça y est, mais je lui ai dit déjà. Ah, d'accord. Je sais qu'il est encore là. Il vous répondait. Et moi, est-ce que je peux vous répondre? Allez-y, monsieur le maire. Encore une fois, je pense qu'on peut tout à fait élever la parole sans élever la voix. Mais moi, je suis un opposant résolu à Emmanuel Macron et ça n'empêche pas d'être républicain. Et en l'occurrence, je dis fermement mon opposition parce que je pointe. Vous pouvez parler de coup de com' si vous voulez, monsieur Ménard. N'empêche que si je fais pas ça,
eh ben, ce sont les contribuables rouennais qui payent tout seuls. Et ce sont les commerçants ici qui doivent tout subir. Et c'est la personne qui a eu le doigt arraché, mutilé, enfin quand même. Oui, parce que là, on parle des abris. Vous avez raison. Mais le premier sujet, c'est quand même l'enjeu humain. Est-ce qu'on n'a pas un petit problème de doctrine de maintien de l'ordre quand pour une manifestation absolument pacifique, pour la 9e fois, quand le chef de l'État refuse d'écouter, on se retrouve avec des blessés et une personne qui manifestait et qui se retrouve avec un doigt en moins. Je pose la question. Merci en tout cas, merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Nicolas Meyer-Rossignol, maire de Rouen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, merci à vous. Le Kikadi, le quiz de l'actu, vous l'appelez comme vous voulez. L'important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui gagne et avec joie et brio. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver. Philippe David, le Kikadi. Le plus beau moment de l'émission. Ouais. Parce que c'est le seul moment où vous taisez. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degaut est avec nous, Sébastien Ménard est avec nous et Damien est avec nous. Damien, bienvenue tout de suite, c'est le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Damien, vous choisissez quel adversaire? Philippe David, pas du tout, Philippe Bilger, Françoise Degaut ou Sébastien Ménard? Ayant vécu assez longtemps à Pau et étant fan de basket, je pense que le choix va s'imposer de lui-même. Ça va être Sébastien Ménard. Je vais encore perdre. Vous jouez contre moi. Il n'y a pas de raison. Vous jouez donc contre Sébastien Ménard. Le plaisir sadique de Philippe Bilger. J'espère que Sébastien aura au moins 2 points. Mais je peux pas avoir Françoise dans mon équipe, moi, ce coup-là. Non, c'est la seule contre tous. Non, c'est comme ça. Allez, on y va. Attention, mesdames et messieurs, il y a une question Kikadi. Kikadi, ce ne sont pas les syndicats qui font la loi. C'est Dupond-Moretti. Bonne réponse de Philippe. Ah, bam, c'est réglé, pour terminer. Vous avez déjà un point grâce à Philippe. Deux, parce qu'on n'a pas fait les propositions. Bon, deuxième Kikadi. Kikadi, Macron doit s'inspirer de Chirac et renoncer à cette réforme. François Ruffin. Bonne réponse. Voilà, c'est victoire éclatante. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on va faire. Moi, je prends l'auditeur dans mon équipe. L'auditeur n'a rien foutu. Il a déjà 4 points. Il n'a rien foutu. Mais non, l'auditeur, Damien est un stratège. C'est lui qui vous a choisi. Il fait bosser les autres pour lui. Il libère les réponses des autres. Maillon faible tout de suite. Oui, bien sûr. Damien, ce serait un bon meneur de jeu, un bon sélectionneur. Bah voilà, il vous a pas sélectionné dans son équipe. Qu'est-ce que je vous dis? Il a raison. Attention, question surnom. Qui appelle-t-on Big Mike? Big Mike, Maignan. Bonne réponse de Philippe Bilger. Exactement. Mike Maignan, le nouveau gardien de l'équipe de France. Dont on a vu qu'il avait la main ferme contre l'Irlande à la dernière minute. Très génial. Bon là, si vous n'avez pas la réponse, Sébastien Ménard, c'est à désespérer, c'est une question basket. Pour Sébastien Ménard. Quel joueur de basket va faire cette année son entrée au Hall of Fame de la NBA? Tony Parker. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Sébastien, là je ne le savais pas. Bon, c'est un peu une escroquerie. Hein, non, c'est mon ami Philippe David qui m'a. Il la connaît par cœur. Exactement. Bon, allez. Une question. Elle est évidente. Il fallait la faire. Merci Philippe. Retour dans la question Kikadi. Kikadi, si le chaos devait persister dans une démocratie, la seule façon de s'élever au-dessus du blocage, c'est le recours à un suffrage et aux électeurs. Henri Guénaud, non, Jean-Louis Debré. Non, c'est pas Macron, lui. Non. Dans le pif. De l'autre côté, c'est pas Marine Le Pen. Non. Pas le même parti. Non. Damien. Non. Bruno Retailleau. Bonne réponse. Damien. Putain, j'y croyais pas. Bravo, Damien. Allez, encore un Kikadi. Il est bon, ce Damien. Il est bon. Par rapport aux prochaines législatives où le RN et la NUPES seraient en tête, Kikadi, je veux tout faire pour que ça ne soit pas le choix entre la peste et le choléra. Bonne réponse de Françoise Devois. Ça sent la tôle, hein, Sébastien. Oui, 10-2. On serait à la pétanque, je vous dirais Fanny. Allez, question Kikadi. Non, il n'y a pas 0. Bah oui, je sais. On aurait pu. En fonction ça concerne les affrontements à Sainte-Soline et Kikadi, des milliers de gens sont venus pour faire la guerre. Macron. Bonne réponse. Emmanuel, on n'a même pas le temps. Ah bah ouais, mais il faut être dessus. Bah oui. Incroyable. 12-2 et cher Damien, bravo. Fini. Bravo Damien. Vous avez gagné un dîner avec Françoise Degois. Attendez, Françoise, que Françoise Degois soit quoi, Damien?
Non, j'ai dit, je suis pas sûr que ce soit moi qui faille féliciter. Merci François. On sait une chose. Vous avez choisi de jouer contre le plus mauvais. Oui. Bah, vous avez. Si on veut, maintenant, j'en déduis une chose. Si on veut que Sébastien Ménard ait une bonne réponse, il faut une question basket. C'est ça. C'est la certitude. Ah, ça va être limité. Hein. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de gueule. 2 poids 2 mesures de Philippe David. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et puis le tour de table de l'actu des vraies voix. Et vous, au 0826 300. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et notre trio du jour, les vraies voix ce soir en direct sur Sud Radio, c'est Philippe Bilger, c'est Françoise Degois et Sébastien Ménard. Et vous, bien sûr, au 0826 300 300, vous pouvez réagir à l'actu du jour et surtout, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais en attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et on est sur un 2 poids 2 mesures. Oui, Cécile, une femme a été interpellée par 3 policiers vendredi dernier à son domicile. Alors, ni pour meurtre, ni pour vol, mais pour avoir qualifié sur sa page Facebook le président de la République, je cite, d'ordure. Ce qui est éminemment condamnable, mais ne mérite pas ce type de traitement comme on connaît toutes les affaires classées sans suite mettant en cause des multirécidivistes. On se demande si la police s'occupe avant tout des individus dangereux ou si ça se passe à la tête du client, parce que si on poursuit toutes les personnes qui ont injurié quelqu'un sur les réseaux sociaux, la justice déjà surchargée va avoir franchement du mal à gérer l'ensemble des dossiers. Alors Valérie, elle s'appelle Valérie, comparaîtra le 20 juin devant le tribunal de Saint-Omer. Elle risque 12 000 € d'amende pour injure par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique. Quand on voit les moyens mis en œuvre, j'avais peur que ce fût pour crime de lèse-majesté. C'est exactement ça. C'est très bon et moi je trouve évidemment c'est très insultant, cette ordure, mais j'aurais adoré être l'avocat de cette femme. Parce que il y a des choses à dire. Oui, il y a des choses à dire, c'est-à-dire le crime de lèse-majesté. Vous avez raison. En plus de ça, l'insulte au chef de l'État a été supprimée. Elle reparaît. Elle reparaît. Ça fait à plusieurs reprises avec Emmanuel Macron. Moi, je suis outré par cela. Je trouve que ça indique vraiment une façon d'être, une autorité, une verticalité qu'on retrouve absolument dans tous les détails. Je suis extrêmement inquiète. Sérieusement, bien sûr qu'Emmanuel Macron va finir ses 4 ans de mandat. Constitutionnellement, il est légitime, institutionnellement, il est en place. Mais dans quel état ? Vous voyez les signes qu'il envoie. Le signe qui est envoyé avec le déploiement dingue des forces de police, et de toute façon, n'allez pas manifester parce qu'il va vous arriver quelque chose. Donc ça, c'est... Voilà. Ce signe-là, où est la limite de l'insulte du chef de l'État ? Si un jour je dis dans un édito, je trouve qu'Emmanuel Macron se comporte comme un idiot, c'est une insulte ? Est-ce que traiter le roi de France d'idiot, c'est une insulte ? Enfin, il y a quelque chose de complètement archaïque et extrêmement inquiétant. Pour moi, inquiétant. Notez bien, parce que je pense que ça va aller qu'en se dégradant, malheureusement. Sébastien Ménard. Toujours très compliqué de passer derrière Françoise, parce qu'il y a du vrai, mais comme en toute chose, il ne faut jamais être excessif. Et excessif en l'occurrence, ma très chère Françoise. Moi, je plus sois, je valide, et évidemment, j'applaudis à ce que Philippe David vient de nous... À ton coup de gueule, mais en même temps, effectivement, je pense comme Françoise que il faut rester particulièrement ouvert et mesuré sur tout ce qui pourrait être assimilé à des dérives, voilà, où on voit quand même un soupçon de mépris, un début de commencement de despotisme, et je pense que la société aujourd'hui, elle n'a pas besoin de ça. On a le temps encore. Juste, l'intéressant, c'est pas de mon point de vue, évidemment, traiter le président d'ordure est outrageant, mais ce serait intéressant de voir si on pouvait mettre en œuvre, au-delà du droit, l'excuse de provocation. Lorsqu'on a un président qui lui-même, parfois, a utilisé des termes grossiers, pour un président, on pourra discuter le moment venu devant le tribunal. Je plaisante pas, vous savez, de plus en plus d'instances sont en train de pointer du doigt véritablement ce qui est en train de se passer en France, la façon d'exercer le pouvoir. Attention, vous savez, c'est pas parce qu'on est centriste et progressiste qu'on se dégrade pas. Victor Orban a commencé comme un centriste progressiste. De gauche. Oui, Nicolas centriste Maduro. Progressif de gauche. Nicolas Maduro également. Donc moi, je ne fais pas ce procès à venir à Emmanuel Macron. Je trouve
qu'il y a des petits détails qui s'amoncellent, qui sont de nature véritablement à m'inquiéter. Je ne suis pas dans le délire de dire nous sommes en dictature, parce que ça n'est pas vrai. De toute façon, tout démontre que nous sommes dans une grande démocratie. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est que la personnalité même du chef de l'État et sa façon d'exercer le pouvoir dans ce huis clos et son tête-à-tête avec Alexis Kohler devient, et 2-3 conseillers qui sont d'une intelligence politique rare, et vous comprendrez bien l'ironie que je mets dans cette phrase, eh bien, tout cela devient pour moi extrêmement inquiétant. Vraiment, la forteresse assiégée, c'est un syndrome qu'on connaît par cœur dans la vie politique, et ça me pose un souci de plus en plus important. Et ça finit jamais bien. Jamais. Allez, le top clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et dans les top tendances sur Twitter, on trouve ce soir plan eau et Savines-le-Lac. Et oui, le chef de l'État venu parler économie d'eau, on en parlait tout à l'heure, mais la visite s'est avérée un peu chahutée par ces 100 à 200 manifestants qui l'attendaient pour parler retraite. L'ENA, par exemple, partage une vidéo avec ce commentaire indigné. Les forces de l'ordre ont matraqué et arrêté un dangereux black bloc de 70 ans à Savines-le-Lac. Avec à l'image des gendarmes qui amènent un monsieur aux cheveux blancs visiblement blessé à la tête, un peu de sang sur sa tête, beaucoup de commentaires sur ce registre, alors qu'une chaîne d'information en continu relaye les propos d'Emmanuel Macron, selon qui, je cite, « La réforme des retraites ne l'empêche pas d'aller à la rencontre des Français ». Marcel répond à ça, « Tous les accès au lac sont bloqués, les manifs sont interdites, des gendarmes bloquent ceux qui bravent l'interdiction, ça c'est de la rencontre ». Propos ironique. Donc en tout cas, ce plan pour économiser l'eau a un effet collatéral, celui de mettre Brégançon en top tendance aussi sur le réseau social. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il mis une piscine au fort de Brégançon dès son arrivée au pouvoir? S'agace Titia en découvrant ce plan de sobriété pour économiser l'eau. Et il n'est pas le seul Titia donc à faire ce lien. La piscine de Brégançon, il va falloir penser à l'enlever puisqu'elle est démontable. Charité bien ordonnée commence par soi-même, écrit aussi Véronique à propos de ce plan de sobriété sur l'eau. Beaucoup de commentaires dans cette veine-là ce soir, au point de hisser le nom de la résidence d'été présidentielle en tête des expressions les plus utilisées sur Twitter. Ouais, bon, c'est épidermique, hein, on le sait, et de toute façon, il ne fait rien, Emmanuel Macron, pour arranger cette situation et sa relation entre lui et les gens. Alors, il y a les excès qu'on peut voir, mais c'est vrai que vous pouvez pas dire que vous êtes allé à la rencontre des Français quand vous arrivez en hélico, 50 km à la ronde, tout est bloqué. Moi, je comprends très bien, là, on joue pas avec la sécurité du président. Pour moi, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quand est-ce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer chez ce président pour comprendre qu'il ne peut pas continuer sur cette veine. Depuis 2017, nous sommes sur la même veine. Ce matin, on s'amusait à la rédaction à prévoir ce qu'il allait dire. Et on a tous gagné parce qu'on a tous prévu ce qu'il allait dire. Mais parce que vous êtes profondément intelligent. Mais c'est pas ça, c'est qu'il ne nous surprend plus. Il est incapable de nous surprendre dans un changement de comportement. Je suis tout de même frappé. Ça n'est pas que je veuille le défendre à tout prix, mais quand je pense aux attaques permanentes contre lui, je pense un petit peu à ce que disait Philippe Seguin de Balladur lors de la campagne. Ferait-il quelque chose de bien qu'on continuerait à... La formule était très bonne. Macron ferait quelque chose de bien. Je suis persuadé qu'on continuerait à le dénigrer. Mais vous avez complètement raison. Mais d'ailleurs, il ne fait pas que des choses... Oui, mais ça me perturbe, ça. Après, parce que vous avez par des gens... rapport à l'équité intellectuelle... Oh, écoutez, arrêtez avec l'équité intellectuelle concernant Emmanuel Macron. Il l'utilise absolument. Il y a droit. Mais bien sûr qu'il y a droit quand il fait des choses bien sur l'Ukraine. La personne que vous avez en face de lui... Moi, je le fais en permanence. Je le défends en permanence sur l'Ukraine. Je suis même un peu seul parce que même ses amis ne le défendent pas. Moi, je le défends sur l'Ukraine. Il y a des choses sur lesquelles il est défendable, mais son comportement ne peut pas continuer comme ça. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le tour de l'actu des vraies voix. Et puis à 18h30, on reviendra sur ce coup de projecteur sur ce que fait Emmanuel Macron, en tout cas ce qu'il tente de faire vis-à-vis des jeunes. Est-ce qu'il essaye de récupérer ces jeunes à sa cause? On en parlera bien entendu avec nos vraies voix. Et puis Julien Argenton, conseiller national LR et responsable des jeunes LR du Var, nous dira ce qu'il en pense. 0826 300 300, puisque vous aussi vous avez la parole jusqu'à 19h. À tout de suite. On a plein de choses à vous dire. On a repris Philippe Ligère. Nous étions en train de nous ébahir devant cette merveilleuse, devant cette merveilleuse série dont j'ai parlé, qui a un succès phénoménal sur Netflix, vraiment esterno note, sur l'assassinat d'Aldo Moro, et nous étions en train de dire à quel point c'était très puissant. Regardez-la, c'est exceptionnel.
Ce conseil audiovisuel de Françoise Degois. Merci Françoise. Je vous en prie. D'autres conseils? Un conseil santé, un conseil nutritif? Ne faites pas trop d'apéro non plus le soir. Moi, je dis ça comme ça. Super. Surtout à partir d'un certain âge. Ça nous concerne, toi et moi, Cécile. Et puis, c'est tout. Sinon, si vous allez au ski, n'oubliez pas vos skis. Voilà. Ça, c'est un bon conseil. Ça, c'est un sacré conseil. Je vais le noter parce que j'ai peur de pas m'en Et souvenir. si vous allez au ski, n'oubliez pas vos skis. Et 0820 6 300 300. Est-ce que vous vous souvenez de votre actu du jour? Oui, moi, parfaitement. Je suis pas bilgère, moi. Oui. Oui. Allez, on envoie le dossier. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Le tour de table. De l'actualité. Et pourtant, ils vont en dire des trucs, hein, Philippe Bilger. Vous êtes contre cette manie qu'ont les hebdos de faire des remplissages avec des dialogues improbables entre des personnalités. Absolument. Tout à l'heure, je parlais du dialogue politique sérieux qui devrait avoir lieu, mais je suis frappé de voir à quel point, dans les hebdos, quels qu'ils soient, la mode, peut-être depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, pour faire du remplissage, consiste à mettre en présence deux personnalités, hommes ou femmes, qui n'ont aucun rapport entre elles, à les faire parler de sujets, mon Dieu, qui sont remplaçables, et au fond, je trouve ça grotesque. Ça n'apporte rien. Ça À quoi vous n'apporte pensez, rien. par exemple? Malheureusement, je pense beaucoup au Figaro Magazine, qui fait beaucoup ça, et même des hebdos que j'aime bien, on fait le Figaro Magazine aussi fait se rencontrer parfois un mannequin avec. Je trouve ça ridicule. Ils n'ont personne pour écrire un article. Oui, moi ça remplit bien. Moi je suis. Non, mais moi je sais pas. Parfois il y a des choses qui des rencontres intéressantes. Il y a des duels assez intéressants. Dans le lot, il y en a au moins un de bien. Ouais. Moi, ce qui me saoule vraiment, c'est vraiment les offs. Je n'en peux plus. Selon un proche du président, selon un conseiller du président. En règle générale, c'est toujours le même. Pour avoir exercé ce métier, pour avoir écrit tant et tant de papiers sur une grande radio concurrente, je sais très bien qu'à la limite, c'est toujours le même bonhomme ou la même nana. Et voilà. Et c'est fatigant parce que ça biaise le débat. Et vous savez pas, depuis Coluche, on n'ose plus parler de source autorisée. Et vous savez pourquoi je déteste ça? C'est-à-dire qu'il y a un verbatim, on dit source machin, parce que je peux pas le mettre dans le Kikadi. C'est ça. Kikadi, une source inconnue. Et à chaque fois, je me dis, c'est bon, mais j'aurais aimé de savoir qui a balancé cette saloperie. Sauf que le Kikadi qui balance des saloperies dans tout Paris, Françoise et moi, on sait qui c'est, mais on pourra pas vous le dire. Alors, une fois, je l'ai dit, je me souviens l'avoir écrit dans un papier de mon blog, et la personne en question m'a téléphoné, et je crois bien qu'elle était en direct du bureau du président, parce que j'avais dit des choses extrêmement méchantes en mode mais enfin comment est-ce qu'on peut être aussi intelligent et être conseillé aussi bêtement, et j'ai eu droit au coup de fil du conseiller, mais j'entendais derrière quelqu'un qui écoutait et qui se léchait les babines. Il me semble bien que c'était le président en personne. Ah oui, d'accord. Il faut outer de temps en temps. Il est bon d'outer. Il est bon d'outer les pour conseillers. réagir brièvement sur Philippe Bilger, les gens qui n'ont rien à se dire et qui sont... Je trouve Philippe un peu sévère parce qu'en fait, globalement, la presse magazine française, les hebdos sont plutôt de bonne facture. Alors, franchement, oui. Ça c'est un peu dégradé quand même, non? Écoutez, après, il y a du choix. Je n'ai que 40 balais, hein, donc ne me parlez pas d'un monde de temps que les moins de 40. C'est sûr que l'Express de JJSS, bon... J'étais pas né, voilà, Servan-Schreiber, j'ai pas connu. Après, il y a suffisamment le choix pour... Bon, enfin bref, allez, on y va. Vous qui ne lisez comme moi que Gala et Voici, moi j'attends. Je me jette sur Voici. Jamais Gala et Voici. Je ne lis jamais ce... Est-ce qu'on peut régler le problème et dire qu'il faut... J'aime bien lire Voici, moi, de temps en temps. Moi, j'adore lire Voici, mais je vous donne un conseil. Faites comme moi depuis tant et tant d'années. Volez-le chez le médecin. Le premier journal que je lis tous les matins, ils en sont témoins à la rédaction. Le premier journal que je lis, c'est l'équipe. Voilà. C'est bien. Très bon une journal. info très importante. Hyper intéressant. Françoise Degois, vous voulez parler des soignants très méchante, non vaccinés qui pourraient être réintégrés suite à la décision de la Haute Autorité de Santé cet après-midi. Immédiatement validé par le ministère de la Santé. Tout ça pour ça. Non, mais
sérieusement. 2000, ça concerne 2000 à 4000 personnes, soignants qui n'ont plus l'obligation vaccinale, ce qui signifie que normalement le processus naturel derrière, c'est de les réintégrer. J'y vois, je pense aussi une forme de geste d'apaisement dans le climat social actuel. On voit bien qu'il y a des manœuvres dilatoires. On en parlera tout à l'heure avec le service national. Je pense que la réintégration future des soignants, ça participe de cette idée de remettre peut-être, d'essayer de réparer quelques fractures. Voilà. Je dis tout simplement tout ça pour ça. Souvenez-vous ce qui s'est passé sur ces soignants. Souvenez-vous les combats homériques qu'on a menés, les gens comme moi, pour la vaccination, mais indignés qu'on puisse enlever leur boulot à des gens. Voilà. On en arrive à ça. Je suis très amer, vraiment. Un sur mot cette très question. court, Philippe Bilger. Non, mais je suis d'accord avec Françoise. Parfaitement aligné avec Françoise. C'est tout de même, c'était d'autant plus choquant qu'à ma connaissance, il n'y avait pas d'obligation de faire vacciner. Et le fait d'être vacciné n'empêchait pas la contagion. Donc, non, mais on a refait le débat 1000 fois. La façon dont ils ont été traités complètement anti-républicains de la part de gens qui n'ont que la République à la bouche, ça me révolte. Sébastien Ménard, vous qui êtes plutôt du sud-ouest, vous dites Paris n'est plus une fête. Paris n'est plus une fête, donc coup de gueule d'un provincial qui vit et entre Paris et le Pays Basque, coup de gueule contre notre chère maire de Paris, parce qu'aujourd'hui j'ai appris, j'ai appris que c'est pas les grévistes aujourd'hui, vous voyez, c'est Anne Hidalgo, notre chère maire de Paris, qui a confirmé la fameuse zone à trafic limité pour 2024. 2024, c'est demain. Alors Kesako, c'est quoi la zone à trafic limité? Dès l'année prochaine, nous ne pourrons plus circuler librement en voiture dans le centre de Paris. Alors, vous allez me dire, il y a des patinettes, il y a la marche à pied, etc. Ouais, avec Anne Hidalgo, on ne roule plus. On marche, c'est vrai, on marche de plus en plus, mais on marche surtout sur la tête. Il suffit de regarder les rues de Paris. Elle est prête à tout pour satisfaire l'écologie punitive. Alors moi, les écolos saveur pastèque, vous savez, celles et ceux qui sont verts dedans et ultra rouges dedans, moi je pense... Oui, vert dehors. Vert dehors et ultra rouge dedans. Voilà, saveur pastèque. Je pense qu'ils sont finalement la gangrène aujourd'hui d'Anne Hidalgo et de ce qui se passe au Conseil de Paris. Ils dégoûtent tout le monde de l'envie de faire mieux et de polluer moins. En clair, je ne sais pas ce que vous en pensez Philippe, mais moi, il me donne surtout l'envie de monter avec un gros pick-up du Pays Basque jusqu'à Paris en roulant à 200 sur l'autoroute. Évidemment, je grossis le trait. Oui, Madame Anne Hidalgo nous fait des leçons de morale, nous donne des conseils de sobriété depuis sa tour d'ivoire. En attendant, elle a complètement saccagé Paris. Paris est devenu, on le voit depuis quelques jours, un bidonville. La ville lumière se transforme depuis 2014 en ville poussière, pour pas dire pire. À quel bonheur de se balader dans Paris, à sauter à cloche-pied entre tous ces petits rats, des surmulots, avec Philippe David qui avait disserté déjà, tous ces détritus qui jonchent nos trottoirs noirs de crasse, et où on doit se faufiler entre une montagne de sacs poubelles éventrés. Je salue les éboueurs qui ont mis fin à leur grève, qui était tout à fait légitime. On ne peut pas être derrière les camions, évidemment. Mais il y a d'autres responsabilités qu'elle doit assumer. Quel bonheur d'humer l'air frais de la capitale, d'où mélange de shit et de pisse, pardonnez-moi. Paris est une ville magique. Et évidemment, je ne parle pas des Parisiennes qui ne peuvent plus se promener à toute heure de Paris dans des tenues qui, quelque part, me semblent être parfaitement décentes. Donc, je vous propose de reconvoquer Hemingway pour que Paris redevienne une fête. On en a fort besoin. Absolument. Ouais, est-ce qu'on peut défendre 2 minutes Anne Hidalgo? D'abord, la tendance de toutes les villes. Anne Hidalgo qui régulièrement faisait enlever les poubelles devant son appartement. Non, mais enfin, c'est pas le sujet. En tout cas, François. On peut décider que c'est la tête de Turc pendant 4 ans. Dire que Paris, Anne Hidalgo, elle a raison quand elle dit les Parisiens sont dégueulasses. Moi, je parle avec les éboueurs. Franchement, allez sur le compte, je sais que vous y êtes, éboueurs de Paris. Ils mettent des vidéos sur ce qu'ils trouvent et pas forcément dans les quartiers les plus populaires. Les saletés, la crasse des Parisiens, ce qu'ils sont capables de balancer sur les trottoirs. Il y a bien une qui tweet sur les éboueurs depuis des années. C'est pour ça que je vous le dis. C'est moi. C'est pour ça que je vous le dis. Mais là où je reviens, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que ce soit devant la mairie, mais que ce soit devant chez elle, qu'elle fasse appel. Non, mais laissez-moi finir, Françoise. Mais on s'en fiche. Mais non, on s'en fiche pas. Mais on s'en fiche pas. Qu'elle fasse revenir des gens pour nettoyer les poubelles devant chez elle, alors que ces gens sont en grève. Je trouve ça. D'abord, je ne sais pas si vous avez la preuve de ce que vous avancez, parce que je la vois pas. Je la vois pas commettre une erreur politique pareille. Arrêtez, elle n'est pas débile complètement. Deuxièmement, non, pas du tout. Deuxièmement, la tendance. On n'aura jamais la tendance de toutes les grandes capitales, que vous alliez à Tokyo, et vous le savez très bien, que vous alliez. Où que vous alliez, la tendance, c'est de vider les centres-villes des bagnoles. Qu'est-ce que vous emmerdez avec ça?
ça. Est-ce que vous vous plaignez parce que vous pouvez plus rouler dans Manhattan? Non. Est-ce que vous vous plaignez parce que vous pouvez plus rouler dans Manhattan? Qu'est-ce que vous racontez, Françoise? On roule dans Manhattan. Mais on roule. Le cœur de Tokyo. Mais attention, c'est quoi ces arguments d'autorité qui n'existent pas? C'est pas des arguments d'autorité. Le cœur de Tokyo, vous roulez plus. Le corps de Rome, vous pouvez plus passer en bagnole. Je suis pas romain, je suis pas japonais, je suis parisien. Ne m'emmerdez pas avec ça, je suis parisien. C'est débile ce que vous dites. C'est la tendance absolue et c'est normal. Mais vous parlez du Japon, ils sont comme ça depuis des années. Mais vous qui prenez le fait d'interdire, on nous interdit tout dans Paris, on peut plus rien faire, on peut plus circuler, on peut même plus s'amuser. On va parler de la jeunesse maintenant. Allez, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix, parfois ça gueule. Allez, à tout de suite. Bienvenue les amis dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver. Ça discute, ça débat et c'est le principal avec Françoise Degaut, avec Philippe Bilger, avec Sébastien Ménard. Et on voulait revenir sur une information tout à l'heure qu'a donné Félix Mathieu sur ce qui s'est passé à Savines-le-Lac en disant qu'un homme a été blessé à la tête. Il y a une vidéo qui circule et visiblement ce serait un fake. Donc nous voulions nous en excuser. Merci beaucoup. Et vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Et on revient sur l'interview du président dans le magazine pour les enfants, PIF Magazine, la mise en pause du service national universel obligatoire, 500 millions d'euros supplémentaires pour les boursiers dès la rentrée. Le gouvernement lâche du lest au moment même où la jeunesse rejoint massivement le mouvement social contre la réforme des retraites, cher Philippe. Oui, chère Cécile, absolument. Pour Manès Nadel, le responsable fédéral Paris de la voie lycéenne, je cite, quand on bloque, quand on descend dans la rue, on gagne. Et la jeunesse estime que l'arrêt de l'obligation du SNU est une première victoire. Alors est-ce que vous pensez que c'est une stratégie pour draguer un peu, on va utiliser un terme trivial, la jeunesse qui a tendance à descendre dans la rue et remplacer les salariés qui perdent des jours de grève? Vous pensez tout le contraire? Emmanuel Macron, il a toujours aimé les jeunes. Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Vous avez vu, je connais le numéro. Ah oui, vous êtes bien. Allez, notre invité pour en parler, Julien Argenteau, qui est conseiller national LR et responsable des jeunes LR du Var. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Avant de parler avec vous, forcément, on fait un tour de table avec nos vraies voix. Philippe Bilger, est-ce qu'on va chercher cette jeunesse? J'ai tout trouvé discutable, le terme de jeunesse, comme si en réalité elle était homogène, comme si elle était composée de toutes les strates. Et je persiste d'autant plus dans cette appréciation que j'ai eu la possibilité de lire cet après-midi une étude d'un politologue, d'un sociologue qui indiquait que dans les manifestations, il y avait des jeunes, en effet, mais protestataires et contestataires, très politisés, et que les autres n'étaient pas forcément indifférents à ce qui se passait, mais ils ne participaient pas véritablement à l'empoignade centrale. Alors, il est évident que le président, lorsqu'il propose tout cela, le fait parce qu'il n'a plus tellement d'outils à sa disposition pour tenter de prévenir ce qui pourrait advenir, puisqu'apparemment le pouvoir a très peur de l'irruption d'une certaine jeunesse dans les manifestations, et puis pour tenter de montrer qu'il s'occupe d'autre chose que de répression. Françoise Degois. Oui, c'est la grande bataille entre Brice Teinturier et d'autres. Beaucoup de politologues disent la jeunesse n'est pas dans les manifs, et d'autres disent si, bien sûr, elle est dans les manifs, il n'y a pas que la jeunesse politisée. Oui, le SNU, ça fait partie des revendications. Moi, j'aime beaucoup, je sais qu'on critique énormément, mais ce petit Manès Nadel me fait sourire. Je vois à quel point il se fait tailler, notamment par des gens comme Laurent Alexandre. Responsable fédéral de la voie lycéenne. Qui a dit qu'il l'attacherait à un arbre. Oui, heureusement, grâce au ciel, Manès Nadel n'a pas un père comme Laurent Alexandre. Ça, c'est moi qui le rajoute, parce que, dis donc, pauvre garçon, je ne sais pas s'il aurait cette vivacité. En tout cas, il le dit, la revendication sur le SNU obligatoire, ça fait partie. Alors, il touche au SNU. La réalité, je ne sais pas ce qu'en pensera notre invité jeune, c'est le vrai problème, c'est Parcoursup, c'est les retraites et Parcoursup. Ça, pour le moment, on n'en dit rien. Sébastien Ménard. Alors,
C'est un peu ce que pense Philippe Bilger. Je ne vais pas penser à ta place, Philippe, mais si Emmanuel Macron parle à la jeunesse, on lui reproche. S'il ne parle pas à la jeunesse, on va lui reprocher. Ah, ça y est. Voilà. Non, mais c'est un peu ça le sujet. La victime éternelle. Non, mais c'est un peu ça le sujet. Donc, effectivement, il a raison de s'adresser à la jeunesse. Il a raison d'aller dans PIF, par exemple. Mais il a raison de répondre. Dans PIF, t'es d'accord? Il a raison d'aller dans PIF Magazine et de répondre à Frédéric Lefebvre, l'ancien secrétaire d'État devenu patron de PIF Gadget, parce que c'est un peu ça le sujet. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est une vraie news. Ça, c'est une vraie news. Mais voilà, il faut juste constater que les jeunes aujourd'hui passent plus de temps sur Twitch que sur France Info. Voilà, donc c'est complètement pas déconnant. On va les chercher où ils sont, c'est ça? Non, mais évidemment. Non, mais je dis simplement que le président de la République aille sur ces nouveaux terrains pour parler à la jeunesse. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais de quoi tu parles? De quel nouveau terrain tu parles? Le fait d'aller sur quand il fait venir McFly et Carlito à l'Élysée. Moi, j'ai pas aimé le format, par exemple. Du SNU, non, mais il parle de la communication qu'il fait. Communication envers les jeunes. Il peut parler du CNU, il peut parler de la réforme des retraites, il peut parler des repas à 1 euro dans les universités, mais je pense qu'il a plutôt intérêt d'aller sur ces médias-là que de le faire à 13h sur TF1. Voilà. Bien sûr, non, mais ça, oui, d'accord. Avec nous, Julien Argento, conseiller. Le SNU. Alors, mais comme elle m'interpelle, moi je suis plutôt pour. Moi j'étais contre la fin de la conscription. Moi aussi. Voilà. Donc, je pense que c'était un rendez-vous républicain important qui permettait à toute la jeunesse de France, certes, d'être embêté pendant une dizaine de mois, mais au moins d'avoir rendez-vous avec la République et surtout de faire société et de faire la République. Et si le SNU c'est ça. Et si ça doit rester ça, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas obligatoire. Enfin, moi, je bénis une chose, j'ai fait le service, mais j'avais pas le colonel de Ménibus, parce que là, j'aurais beaucoup plus souffert. Je te dis pas, nous, on aurait été les pompes à 5h du matin. Avec nous, Julien Argento, conseiller national LR et responsable des jeunes LR du Var. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir, merci à vous de me recevoir sur le plateau. Est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron est en train un peu de draguer les jeunes ? Après, il est dans sa fonction de président de la République, il doit s'adresser à la population dans son intégralité. Emmanuel Macron, le problème, c'est pas forcément, là, en tout cas sur le SNU ce soir, c'est pas forcément le dessin, parce que si on regarde l'idée même de recréer un socle pour un creuset républicain, de réduire cette fracture un petit peu républicaine et sociale qui divise notre jeunesse aujourd'hui, et on le voit, il y a de plus en plus un fossé entre, d'un côté, le camp des patriotes, des engagés, et le camp de ceux qui se disent plus progressistes et qui rejettent l'idée même d'une France unie. Bon, aujourd'hui, voilà, l'intention est louable. Le problème, ce sont les moyens et les solutions mises en place. Et puis on déplace un petit peu la problématique. On parle du SNU, et vous le disiez juste avant, je n'ai rien inventé, mais il y a d'autres thématiques, je pense, qui sont encore plus importantes pour toucher les jeunes. Lesquelles, par exemple ? Moi, je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, le premier exemple, moi, je suis chef d'entreprise. J'ai une société dans laquelle j'engage quand même pas mal de collaborateurs. Aujourd'hui, on a un vrai problème sur les filières professionnalisantes, par exemple. On a un plan Langevin-Wallon qui s'essouffle un petit peu. Et aujourd'hui, on devrait plutôt travailler, je pense, les filières d'excellence, les filières professionnalisantes, la fin du collège unique, pour permettre aux jeunes en fait de rentrer dans l'emploi. Quand j'entends Emmanuel Macron l'année dernière encore pendant sa campagne qui nous parlait de mettre en place finalement des RSA jeunes, moi je pense qu'il vaudrait mieux faire des contrats aidés exonérés partiellement de charges sur les premières années. Ça nous aiderait aussi nous, créateurs d'entreprise, à embaucher un petit peu plus aussi. Parce qu'aujourd'hui il y a des mesures d'accompagnement. Et puis un jeune qui n'a pas envie aujourd'hui de faire des langues étrangères appliquées, de suivre une filière générale, vous l'envoyez sur des filières d'excellence comme par exemple le GARAC, l'école du syndicat de l'automobile. Vous pouvez être du grade d'ouvrier au grade d'ingénieur, vous arrêtez de cheminer où vous le souhaitez. Voilà, la cohésion, elle ne se recréera, je pense, que par le travail, la méritocratie et le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que sa propre famille et les fondations de son socle le plus proche. Philippe Bilger. Comme vous êtes aux Républicains, est-ce que je peux vous demander si vous percevez comme moi le fait qu'il y a véritablement presque une fracture, j'espère que le mot n'est pas trop fort, entre les têtes à plumes républicaines et la jeunesse qui serait naturellement dans une forme d'opposition plus vigoureuse à l'égard du pouvoir d'Emmanuel Macron?
Je pense que aujourd'hui, il est difficile en fait de prendre des décisions sans être déjà lynché par les commentateurs. Et je parle pas de vous, je parle notamment des réseaux sociaux. Vous me rassurez. C'est important. Moi, j'aimerais pas être à la place aujourd'hui d'Éric Ciotti. Il a de lourdes responsabilités entre les mains. Il a été démocratiquement choisi par les conseils nationaux et les adhérents du parti. Maintenant, à votre question, oui, je pense que il y a entre guillemets une différence de point de vue entre la jeunesse républicaine et les cadres du parti, sur la version plus classique du parti. Maintenant, je pense qu'elle est complémentaire et je pense qu'aujourd'hui, c'est même salutaire pour notre mouvement. Et regardez, ce soir, je suis là, je discute avec vous, personne ne m'en empêche. Enfin, il y a une liberté d'expression aussi chez nous. Encore heureux. Pardon. Est-ce que Éric Ciotti aurait été tenté de vous interdire? Mais c'est plus trop le sujet du débat, là, Philippe Bigère. Au contraire, et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a justement la chance aujourd'hui d'avoir un président de parti qui s'appuie énormément sur la jeunesse. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Françoise Degois. Par contre, je peux vous l'assurer. Mais sur le thème de Macron et la jeunesse, pas sur Ciotti, Retailleau, etc. On s'en fiche en plus de Ciotti et de Retailleau, enfin comme on se fiche des patrons partis. Vous, sur le SNU, est-ce que vous pensez que vous auriez aimé qu'il soit obligatoire, qu'il reste obligatoire? Et deuxième point, je vous ai pas beaucoup entendu, mais peut-être que j'ai pas assez tendu l'oreille, les jeunes républicains sur la question de Parcoursup. On voit que dans les manifestations, que ce soit des jeunes politisés ou pas, Parcoursup est véritablement un problème, une problématique. Je suppose que vous l'avez testé vous aussi cette problématique. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous pensez que le SNU aurait dû rester obligatoire et est-ce qu'il faut supprimer ou changer Parcoursup? Alors, supprimer Parcoursup, pour vous répondre, je vais commencer par là. Ouais. Pour moi, oui, c'est une évidence. Alors, moi, je vais avoir 30 ans, je n'ai pas connu Parcoursup, évidemment, dans mon cursus. Par contre, j'ai des alternants dans mon entreprise, on a une quarantaine de collaborateurs. Ces alternants-là ont connu, j'ai vu les problématiques posées par Parcoursup. Aujourd'hui, je pense que Parcoursup n'est pas du tout une solution. Comme je vous le disais précédemment, je pense que plutôt l'orientation dès le collège, la fin du collège unique et la préparation en fait, de l'entrée des jeunes dans la vie active par une communication accrue du gouvernement autour justement des filières professionnalisantes et serait peut-être une solution un petit peu plus intéressante que Parcoursup qui est un peu un pêle-mêle, un méli-mélo de tout et au final ça ne donne rien. Oui. On a vu par exemple que Parcoursup pouvait accroître souvent la précarité parce que des élèves sont propulsés dans des établissements souvent loin de chez eux et finalement on en arrive à une grande précarité par rapport au loyer à payer et à la nourriture. Vous l'avez constaté ça par exemple? Ah oui, moi je le constate avec ma petite sœur par exemple qui est en fac de psycho, qui a 20 ans, qui a son master, nous on est dans le Var, son master sera à l'autre bout de la France, dans le Finistère, et ça pose des problèmes, oui, on se pose la question comment elle va se loger, comment... C'est très injuste, évidemment. Ah oui, le Var et le Finistère, c'est à côté, c'est de notoriété publique. Il y a une ligne directe Toulon-Brest quand même, en vertu des armées. Sébastien Ménard. Alors moi, dans un passé pas si lointain, j'étais encore étudiant, à l'époque il n'y avait pas Parcoursup, mais enfin il y avait Ravel, c'était le même merdier, hein. C'est que aujourd'hui, on nous jette à la figure Parcoursup. Évidemment, c'est pas parfait. Évidemment, ça crée des dysfonctionnements, des injustices, etc. Mais je rappelle pour celles et ceux qui ont connu le Minitel, ça a démarré sur le Minitel, puis ça s'est prolongé quand Internet est arrivé en France. Il y avait un truc qui s'appelait Ravel. Oui. C'était juste à contre-pied de tout ce que nous on voulait, lycéens ou étudiants. Je dirais que c'est un serpent de mer ce truc. Alors qu'aujourd'hui, en 2023, on en soit au même niveau que dans les années 90 ou la fin des années 90, début des années 2000, je suis d'accord Françoise, c'est particulièrement décevant. Voilà. Mais est-ce que ça empêche, est-ce que Parcoursup aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'appelait avant-hier, mais avant-hier ça s'appelait Ravel, ça ne nous a pas empêché de faire des études, ça ne nous a pas empêché d'apprendre et ça ne nous a pas empêché de profiter de tout ce que la République elle peut mettre en tout cas dans les mains de tas de jeunes gens qui n'avaient pas non plus les moyens de faire de grandes études ou d'avoir accès à des grandes écoles. J'ai une question pour vous, jeunes républicains. C'est pas votre tradition de manifester, bien sûr. C'est pas non plus la tradition du Rassemblement national. Je ne veux pas dans le même sac, mais je vois bien à quel point il y a aussi dans ces manifestations la France entière. C'est pas simplement la gauche qui manifeste, on le sait très bien. C'est absolument pas simplement socialistes, communistes, verts, France insoumise. Est-ce que, pas incognito, mais est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez de l'amitié et de l'empathie pour ces manifestants? Est-ce que vous pouvez juger que certains de vos camarades y vont tranquillement, même incognito, dans ces manifestations?
Parce que quand on est sur des volumes comme ça, c'est bien sûr pas, c'est toute la France qui est dans la rue. Moi, je crois que déjà le droit aujourd'hui d'aller dans la rue revendiquer ses idées et son positionnement, c'est quand même un des fondements de notre société. Donc moi, je n'ai pas à juger du choix de chacun. La problématique, c'est que vous l'avez vu, ça s'est soldé par un 49-3. Donc in fine, toutes ces prises de position aujourd'hui, elles sont méprisées par le gouvernement. Donc je suis heureux que chacun puisse manifester évidemment son adhésion ou non à des projets. Prendre la rue, pour moi, c'est pas quelque chose de choquant. Je pense que ça fait partie de notre système et je peux le comprendre. Et après, il y a certainement des LR dans ces manifestations parce que c'est une concentration de colère. Il n'y a pas que le 49-3, il n'y a pas que les retraites. Ça ne se voit pas, non. Heureusement que c'est transpartisan et c'est transcendantal. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les enjeux de demain doivent transcender de toute façon les partis. On doit être capable de trouver des solutions pour notre avenir. Je veux dire, évidemment, c'est transpartisan, évidemment. Merci beaucoup, Julien Argenteau, d'avoir été avec nous, conseiller national des Républicains et président et responsable des jeunes LR du Var. Vous restez avec nous dans quelques instants. Une réaction à tout ce qui s'est dit. J'en ai dit des choses depuis 2 heures. Au 0826 300 300, vous souhaite la bienvenue. On est ensemble encore jusqu'à 19h. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci les amis. Elle est passée. 0826 300. Oui, bien sûr. Cécile a raison dans le duel contre Cécile a raison. Excusez-moi, vous savez que personne ne comprend là. Oui. Voilà. Non, parce que Cécile et Françoise de Goisse se sont, on va dire, un peu engueulés sur le secteur de trafic dans Paris. On ne Cécile a raison. s'engueule pas, on débat. Chacun accusant l'autre de vouloir toujours avoir raison. Voilà. Quand elle nous dit ça, elle ne voit pas comment elle est. Non, mais moi je ne dis pas que j'ai raison, je vous relate des propos des autres. Je ne dis pas que j'ai raison. Vous parlez d'une expertise. Moi je vous relate que des gens que nous avons à l'antenne régulièrement, Françoise, se plaignent de choses. Donc on relate ce que disent les gens. Moi je suis d'accord avec vous, je suis journaliste aussi largement. Mais moi je ne suis pas journaliste. Mais moi je suis journaliste donc, et je vous relate la vie d'une habitante parisienne. Ça ne peut pas être aussi caricatural que ce qu'on en fait avec Ça cache Paris. Ça n'est pas aussi caricatural. Je veux bien qu'Anne Hidalgo ait beaucoup de défauts. Je n'ai pas voté pour elle d'ailleurs à la présidentielle au premier tour. Je vous achèterai l'album de Pierre Perret, le dernier, vous allez aimer. Oui, mais j'aime beaucoup Pierre Perret. Non, mais il est très bien. 826 300 300. Damien est avec nous. Damien. Oui, tout à fait. Vous vouliez réagir sur cette émission. Oui, bien sûr. Vous vouliez réagir sur le débat sur Emmanuel Macron et les jeunes, c'est ça? Exactement. Vous voulez pas dire à Françoise de Gois qu'elle raconte n'importe quoi? Non, mais je vais certainement pas prendre le risque de m'immiscer là-dedans. Damien, quelle sagesse vous avez, quelle sagesse vous avez. Ne vous mettez pas entre deux Ménibus et moi, parce qu'à la fin on se réconcilie toujours sur le dos des autres. Mais on n'est jamais fâchés, c'est ça qui est bien. Allez Damien, vous écoute, pardon. Oui, bien sûr. Mais effectivement, je pense que la main tendue est évidente, et je pense pour une raison qui va un petit peu rapidement rebondir sur le débat qu'on a eu avant, c'est que là, on sait ce que ça donne quand les jeunes se mettent massivement dans un mouvement contestataire. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est lié, il y a un travers qui est très dangereux, qui est expliqué par l'exécutif et relayé par les médias, c'est que les violences et les dégradations et les problèmes qu'on a en fin de manif sont exclusivement dus à des méchants qui sont là pour être méchants. Mais les méchants qui sont là pour être méchants, ça marche dans l'inspecteur Gadget, mais ça marche pas dans la vraie vie. Et malheureusement, pour avoir suivi certaines de ces manifestations, je peux vous assurer qu'il n'y a pas que des gens d'extrême gauche, il y a des gens de tous les horizons, et il y a surtout dans ces mouvements-là énormément de jeunes. Et je pense que la main tendue, elle est à la hâte, elle est rapide, il faut absolument faire quelque chose, parce que je pense qu'ils craignent aussi très bien que si les jeunes suivent massivement à leur sauce dans cette manif, on ne pourra pas dire que ce ne sont que des gens, des groupuscules d'extrême gauche, il y en a bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Et la jeunesse, il y a des gens qui en ont vraiment ras-le-bol, des jeunes qui sont désabusés de la politique et qui comprennent très bien et qui voient ce qui se passe et qui se disent qu'il n'y a aucun avenir là-dedans. Et les jeunes pourraient très très bien suivre ce genre de mouvement, et je pense que c'est quelque chose qui fait réellement peur.
Et ce timing pour annoncer d'aussi grands gestes envers les jeunes est loin d'être anodin dans la confrontation sociale qu'on a dans notre pays. Je pense. Merci en tout cas Damien d'avoir été avec nous. Parce qu'il rappelle quand même quelque chose d'important, c'est que même si c'est en baisse par rapport à jeudi dernier, ça reste des niveaux très très élevés de manifestations quand même en France. Merci beaucoup Damien. Merci, en Damien. tout cas d'avoir été notre vraie voix aujourd'hui. Vous étiez formidable. Vous avez gagné. Vous avez beaucoup